Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 18 août 2024. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso renforcent leurs liens et ouvrent l'alliance des États du Sahel à d'autres pays. Une aventure certaine pour certains et risquée pour d'autres. Quelle diplomatie la CEDEAO est-elle en mesure de déployer pour favoriser la réintégration des trois pays dans ses rangs? C'est l'un des sujets en débat avec son Excellence Francis Gabriel Oke, ancien représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine. Nous allons également évoquer les défis politiques, économiques et sécuritaires de la région, sans oublier bien entendu les élections générales de 2026 au Bénin avec l'homme qui a été pendant une vingtaine d'années chef de la division assistance électorale de la CEDEAO. Des analyses et des recommandations pour des élections crédibles et par conséquent une paix durable dans l'espace communautaire sont à suivre avec notre invité de la semaine. Juste après la revue de presse hebdomadaire de Assion Mokani, nous ferons le tour d'horizon de l'actualité nationale avec notre invité média, Gabin Goubi, est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Avec lui, nous reviendrons sur les sujets qui ont fait la une de l'actualité au cours de la semaine. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand ils sont 13h. Si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, le centre hospitalier universitaire départemental de Lomé Plateau à Porto-Novo accueille pendant 6 mois les personnes souffrant de diabète. Elles y bénéficieront d'une prise en charge presque gratuite de la rétinopathie diabétique. On en parle dans un instant. On parlera également des nouveaux bacheliers du département du Borgou et de la Ribori qui sont entretenus sur les critères de choix de la filière à l'université. C'était la faveur de la campagne d'orientation conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, images et reportages. À suivre également les temps forts du lancement du tournoi de la Coupe de la Gani 2024 à Djougou. Le match inaugural a mis aux prises l'AS de Baraparapé et Taïfa. Le tournoi se déroule au stade Atoukouma de Djougou. Le grand format, on démarre avec le point de l'actualité. Pendant 6 mois à compter de maintenant, les personnes qui souffrent de diabète peuvent se rendre au centre hospitalier universitaire départemental de Lomé Plateau. C'est à Porto-Novo pour bénéficier d'une prise en charge presque gratuite donc de la rétinopathie diabétique. Cette action sociale est mise en œuvre par le Lions Club International District 403 à 4. Son objectif est non seulement de préserver les diabétiques contre la cécité, mais aussi de permettre à tous ceux qui le désirent de connaître leur état par rapport au diabète. Reportage. Bonne nouvelle pour les populations de Porto-Novo et du département de Lomé en général. Elles peuvent désormais, grâce au Lion du Bénin, district 403 à 4, se faire dépister et se faire soigner de la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est en fait l'ensemble des complications qui vont suivre l'excès de sucre dans le sang circulant. Le sucre fait que l'oxygène fait mourir les cellules de la rétine. Et ça aboutit à un certain nombre de complications qui vont amener inéluctablement à une cécité. Et il faut lancer le message que tout diabétique doit périodiquement faire un fond d'œil, dépister les premiers signes de la manifestation de cette maladie. Et la bonne nouvelle pour les populations, en collaboration et en harmonie avec le CHUD, et pendant les 6 prochains mois, nous avons décidé d'offrir gracieusement aux populations en général. Les frais de dépistage du diabète sont gratuits et les actes sur tous les équipements que nous avons fournis se feront à 5 000 francs à l'intérieur du CHUD OP. En gros, si je me résume, un laser qui coûte peut-être à l'extérieur 60 000 se fera à 5 000 francs pendant la durée du projet. Et ceci se justifie par quoi? Les Lions Club sont une organisation humanitaire. Et une organisation humanitaire qui offre des équipements à un centre doit veiller à ce que les prix pendant la période du projet soient des prix humains, des prix sociaux. Donc, les prix sont exclusivement sociaux et vont durer les 6 prochains mois. Cette action sociale des Lions du Bénin, district 403 à 4,
entre dans le cadre du projet SFP 2142 financé par la Fondation du Lions Club International. Le projet a démarré par le don en septembre 2022 d'un important lot de matériel de dernière génération permettant de dépister et de traiter la rétinopathie diabétique. Le projet SSP 2142 est estimé, si on le met ensemble avec les projets TAG, à près de $250 000. Cette phase 2 sera surtout marquée par une intense mobilisation afin de recruter le maximum de diabétiques possible pour pouvoir les dépister. Donc nous comptons sur tout le monde pour que cette ambition Autre sujet à présent, le Centre national de sécurité routière édite son initiative de sensibilisation des acteurs des gares routières et autres usagers de la route. L'opération a démarré depuis le 30 juillet dernier et se poursuit sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, les agents de CNCR étaient jeudi dernier dans la ville de Savalou pour l'exercice. Disposés à divers endroits de la ville, cette descente leur a aussi permis de rappeler certaines prescriptions et d'accompagner le dispositif sécuritaire mis en place dans le cadre de la fête de l'IAM. Imet Elena Moussou. C'est dorénavant une activité de routine et cette année encore, le Centre national de sécurité routière CNSR est sur le territoire de Savalou. En effet, à la mi-août chaque année, les agents du CNSR organisent pendant plusieurs jours des séances de sensibilisation et autres activités le long des artères principales de la ville. L'objectif est de prévenir les éventuels accidents qui pourraient survenir pendant la célébration de la fête de l'IAM. Le 15 août, le Centre national de sécurité routière vient en appui à la force de sécurité pour éviter, pour prévenir les risques des accidents de la voie publique. Donc, en dehors de ces actions de sensibilisation sur la voie et dans les intersections, à l'occasion du 15 août, le directeur du Centre national de sécurité routière a bien voulu également que pour cette occasion, le 15 août, qu'une descente soit effectuée au niveau de la gare routière. L'opération cette année entre dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation lancée sur l'ensemble du territoire national depuis le 30 juillet. L'intensification de ces actions du CNSC est liée aux résultats de plus en plus alarmants de l'accidentologie ces 5 dernières années. À Savalou, diverses règles de sécurité ont été rappelées aux usagers des gares routières et autres lieux parcourus par les agents du CNSR. Il y a de plus en plus d'accidents pendant cette période-ci. Et c'est ça qui a marqué le directeur. Il dit non, c'est pas possible. S'il y a recrudescence de l'accident, nous devons augmenter la sensibilisation. Nous devons amplifier nos actions de sensibilisation sur le terrain. Et c'est ça qui a fait que depuis 30, nous avons lancé cette campagne-là. Et ce que nous faisons à Savalou aujourd'hui rentre dans ce cadre. Donc par rapport à ces comportements d'excès de vitesse, de surcharge, de la fatigue au volant, beaucoup d'accidents se produisent et on enregistre à ceux de paix parmi les vacanciers et les vacancières. Le Centre national de sécurité routière a voulu que cette sensibilisation soit faite en direction de ces acteurs du transport pour les conscientiser, pour les rappeler à faire usage de la prudence sur la route, à respecter la limitation de vitesse, surtout en agglomération, et aussi à essayer de respecter le nombre de charges de leurs moyens de transport. Quant aux 2 roues, et aussi, il faut rappeler qu'il doit aussi éviter de faire des essais et de respecter aussi les instructions, surtout depuis le 1er mars. Il est exigé dans notre pays que le conducteur à 2 roues doit être muni de son casque avec son passager. C'est une occasion pour nous de faire passer le message. En agglomération, sur les carrefours, divers tronçons et autres lignes de voyage, les usagers de la route doivent faire preuve de prudence et de conscience, ont conseillé les agents sensibilisateurs. Après Savalou, Abomey et d'autres villes du pays recevront les équipes du CNSR. Les différents efforts de sensibilisation, espèrent les uns et les autres, contribueront à réduire ou inverser la courbe des accidents de la route au Bénin. On va rester dans la ferveur de la fête de l'IAM, célébrée chaque 15 août par la communauté Marie principalement. Les festivités officielles se sont déroulées à Savalou, dans le département des Collines, et pendant que l'IAM se célébrait dans la cité des Sora, le relief de la pâte appelé Wakoli réunissait les filles et fils d'Abomey Calavi. C'est à l'occasion de la 13e édition de Gala Wakoli. L'initiative de l'association des jeunes pour le développement et l'épanouissement vise à promouvoir les plats endogènes. Reportage. Valoriser les plats endogènes.
promouvoir le consommation local, c'est dans cette optique que la célébration Kalawokoli a été initiée. Organisée depuis plus d'une décennie, cette fête communale des fils et filles d'Abomey-Calavi mobilise ses hommes et femmes chaque 15 août. Elle offre à chacun l'opportunité de mettre en valeur et de déguster les mets locaux, notamment le wokoli, la pâte de la veille ou pâte recyclée. Nous sommes nés au Bénin, et principalement dans le village Abomey-Calavi. On nous a appris que la nuit, quand on mange la pâte, le lendemain, on n'a pas l'habitude de jeter les pâtes. Donc, le lendemain, c'est ce qui est chaud, réchauffé avec la sauce d'hier, c'est ce qu'on appelle wokoli. Kala Wokoli est également l'occasion de rappeler à chaque citoyen béninois l'importance d'œuvrer pour la promotion des plats endogènes et du consommation local. Cette célébration vient rappeler la nécessité de préserver l'identité et la richesse gastronomique du Bénin. Cette fête va révéler le Bénin parce que, vous savez, là aujourd'hui, nous sommes en train de présenter nos repas endogènes. Et vous savez que le Bénin est très riche en ce qui concerne le manger, nos repas. Si je dois me mettre à citer, on va pas en finir. Vous savez, nous, quand on était enfants, on mangeait beaucoup le djongoli, comme on le dit. C'est un mélange d'haricots et de farine. Moi, j'ai fait 22 ans en Europe, je n'ai pas eu la chance de manger ça une fois. Donc aujourd'hui, je suis fier de valoriser ces repas. Personne n'ose croire qu'on pourrait parler d'une fête concernant Wokoli. La pâte de la veille, qualifie-t-on généralement, et qui a fait en sorte que le Bénin soit qualifié de quartier latin de l'Afrique. L'édition 2024 de Kala Wokoli a connu la présence de plusieurs autorités communales et personnalités à divers niveaux. Elles se sont régalées avec appétit en se donnant rendez-vous pour l'année prochaine. Éducation à présent avec la délocalisation de l'Université de Grenoble à Cotonou, Euzec-Intik. Bénin est une école spécialisée dans la comptabilité et gestion. Elle reçoit tout bachelier détenteur d'un baccalauréat scientifique et les étudiants ou professionnels des filières relatives aux finances. À l'orée de la prochaine rentrée universitaire, l'École supérieure d'expertise comptable et de gestion du Bénin présente aux nouveaux bacheliers les opportunités qui s'offrent à eux. On va suivre. Les étudiants qui viennent à l'ESSEC ont une triple possibilité de diplôme en une seule formation. Ils peuvent obtenir la licence comptabilité, gestion, audit du Bénin. Ils peuvent obtenir le diplôme de comptabilité, gestion de l'État français. Ils peuvent obtenir l'équivalent aussi du diplôme de gestion comptabilité de l'INTEC Paris. C'est-à-dire, en une seule formation, ils ne peuvent pas sortir au bout de 3 ans sans diplôme. Ils ont 3 possibilités d'avoir au moins un diplôme. Sinon, les 3. C'est l'avantage qu'il y a. Ils sont inscrits à Grenoble comme les étudiants de Grenoble. Ils ont la carte d'étudiant de Grenoble. Ils ont la carte d'étudiant de l'INTEC Paris. Et ils suivent les cours à Cotonou. L'avantage qu'ils ont, ils n'ont pas ce problème de visa Schengen. Ils sont inscrits là-bas et ils suivent les cours ici et ils n'ont pas ce problème de coût de la vie. Et ils sont entourés de leurs parents où ils sont beaucoup plus sécurisés dans ce qu'ils veulent faire pour l'avenir. L'échec est moindre. Et en cours du soir, ce sera la nouveauté cette année pour qu'ils puissent suivre les cours du soir, surtout ceux qui travaillent, voire surtout les fonctionnaires qui aimeraient bien avoir un certain grade ou une certaine formation. Donc, on essaie de favoriser tout ce beau monde pour que la qualité de l'information soit vraiment meilleure. Le problème qu'il y a au Bénin, voire en Afrique, c'est cette qualité de l'information financière. Comment éduquer tous ces comptables, tous ces gestionnaires pour que la qualité de l'information, l'éthique puisse être à l'écoute, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que
les comptables, les gestionnaires soient consciencieux. C'est très important. La qualité de la formation qu'ils reçoivent permet aussi une certaine conscientisation. L'approche même de l'ESEC, c'est vers le cinéma au Paolois et le principe même, le test d'entrée est pour le samedi 31. La rentrée est juste les 10 premiers jours de septembre, la même date qu'à Grenoble. On démarre l'année et l'année dure jusqu'en juin. Donc, je peux vous donner donc les coordonnées téléphoniques. Donc, c'est au 64 94 97 deux fois, 67 60 27 50. Donc, après le carrefour Marina, en allant vers le cinéma au Paolois, 5e vont à droite. L'ESEC est dans cette rue-là. Voilà donc pour ces précisions. Éducation encore, dans quelques semaines, les portes des universités publiques et privées vont s'ouvrir aux nouveaux bacheliers. Mais en attendant, beaucoup d'entre eux se posent la question de savoir que faire à l'université, une préoccupation à laquelle répond le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une campagne d'orientation est lancée il y a quelques jours au profit des futurs étudiants des départements du Borgou et de l'Albouri. Nouvelle saison de la Coupe de la Gani à Djougou. L'équipe de l'association sportive de Bas-Parapé en maillot rouge affronte celle de Taïfa en noir pour le match inaugural. Voici l'un des événements sportifs majeurs qui réunit tous les ans les filles et fils de la cité des Pétonis, Atakora et Nyora. Avant le coup d'envoi officiel, les membres du comité d'organisation et les émissaires de Sa Majesté Issifou Pétoni Kodassis sacrifie au traditionnel exercice d'exhortation au fair play. Nous souhaitons que le match qui va suivre donne le temps à toutes les activités qui auront lieu jusqu'en septembre. Donc nous souhaitons beaucoup de courage, les joueurs, qu'il y ait de fair play. Sur cette pelouse du stade Atchoukouma de Djougou, les deux formations vont offrir un beau spectacle au public. Dès l'entame du match, l'équipe de Taïfa prend le jeu à son compte. Elle multiplie les occasions sans pour autant trouver le fond des filets. 0 but partout. C'est le score de la première partie. Le score reste inchangé au cours du second acte. Mais dans le fond, les deux équipes équivalent en termes de possession. L'association sportive de Bas-Parapé et celle de Taïfa se partagent les points au bout des 90 minutes du temps réglementaire. Tout démarre bien pour l'édition 2024 de la Coupe de la Gani. Le tournoi est accompagné par le réseau de téléphonie mobile Move Africa qui entend œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes heureux grâce à notre grand frère, l'honorable Gomina Malik, qui a su manager Move, un de nos grands réseaux dans la commune, je dirais dans le Bénin et dans l'Afrique tout entière. Move est notre sponsor officiel et Move nous accompagne pour redorer le blason de la Coupe. Le réseau Move Africa a un penchant pour la commune de Djougou. Vous-même, vous le savez, depuis plusieurs années, on a ouvert une grande agence ici et dans la suite de ces actions, on a souhaité accompagner le tournoi de la Gani cette année sur le haut parrainage des autorités au niveau de cette commune-là. Et je voudrais ici, présent, que les sages et notables de cette commune-là puissent nous accompagner en retour parce que le réseau Move Africa, c'est un très grand réseau international, sous-régional et on a de très belles offres à vous offrir. Signalons que ces équipes sont en compétition pour décrocher le trophée de la Coupe de la Gani. D'autres lots sont également prévus pour encourager l'équipe championne. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez sans doute compris. Vous avez plutôt suivi le match inaugural qui a opposé l'AS de Bareilles à l'équipe de Taïfa. Le match qui s'est déroulé au stade Atchoukouma de Djougou mercredi dernier. Ce match s'inscrit dans le cadre donc, du tournoi de la Coupe de la Gani 2024 qui se déroule à Djougou.
C'était donc le point de l'actualité chez vous. Mesdames et messieurs, restez avec nous dans la suite. C'est le plateau invité. Dans quelques instants, son Excellence Francis Gabriel Oke sera avec nous sur ce plateau. Il vient de finir sa mission diplomatique en tant que représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine. Au menu de notre entretien, plusieurs sujets majeurs qui tiennent l'actualité de la région. On va l'installer avec la pub. Il l'a trouvé. Elle l'a adopté. Notre précieux trésor. Notre source d'inspiration. Ce qui nous régénère. Au minéral FIFA de Sainte-Luce, vous désaltère sans altérer votre santé depuis 20 ans. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et troisième du littoral au bac G2, cinquième du Bénin au bac G2 et sixième du Bénin au bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin vont en face du marché Ménantin. Site de Zogouroué vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin en face des rails. Site de Calavi au quartier Agori, route de Tampé. Clé de la réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. Depuis une vingtaine d'années, quand on parle d'élection dans l'un des pays de la CEDEAO, son nom est évoqué. Il est présent dans le dispositif de la commission de la CEDEAO pour accompagner les États qui font cet exercice qu'imposent les pratiques démocratiques. Diplômé du 3e cycle donc en stratégie et diplomatie de Paris, il y a quelques jours le représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine. Premier plan donc de notre entretien, le Bénin. Donc on va faire le bilan donc de la mission qu'il a fait séjourner à Addis Abeba pendant près de 2 ans. Ensuite, des enjeux politiques, sécuritaires et économiques de la région. Il vient nous éclairer. Excellence Francis Gabriel Oke, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Vous êtes également ancien chef de la division assistance électorale, ancien secrétaire permanent du RESAO. Donc, c'est le réseau des structures de gestion des élections en Afrique de l'Ouest. Ancien chef, équipe adjoint, diplomatie également, et puis bonne gouvernance de l'USAID, et j'en passe, puisque le parcours, il est impressionnant. En tout cas, bienvenue sur le plateau du grand format. Quelles sont les actions phares que nous pouvons mettre à l'actif donc de votre mandat pendant votre mission en Éthiopie à Addis Abeba? Merci beaucoup. Merci, mon cher ami, pour m'avoir invité à cette séance. Et avant de parler des actions phares, il faut qu'on parle brièvement des bases légales sur lesquelles la CEDEAO a un bureau à l'Union africaine. Oui. Donc, la base légale, c'est le protocole qui lie la CEDEAO et l'Union africaine et les différentes communautés régionales. Donc, il y a un protocole qui est signé parce qu'au niveau de l'Union africaine, ils ont estimé que les communautés régionales sont les piliers de l'Union africaine. Donc, si des décisions sont prises à l'Union africaine, c'est les communautés régionales qui peuvent mieux les ventiler parce que plus proches des populations. Et c'est là que ceci est basé sur le principe de subsidiarité et de complémentarité qui est un principe sacro-saint au niveau de l'Union africaine et des communautés régionales.
Donc ce principe, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que s'il y a un événement dans un des pays qui est dans une région, c'est la communauté régionale qui prend le devant. Donc, pour mieux renforcer cette collaboration avec les communautés régionales, il a été décidé que la communauté ait un représentant dans la commission de l'Union africaine. Donc, pour mieux coordonner et pour servir d'interface entre l'Union africaine et les communautés régionales. Alors, c'est de ce fait que depuis 2008, la CEDEAO a commencé par envoyer des représentants au niveau de l'Union africaine. Alors, mon tour est arrivé, j'ai été envoyé. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Il fallait faire la visibilité de ce bureau parce que même à l'Union africaine, les gens ne connaissaient pas le bureau de la CEDEAO. Donc, ça a été le premier cheval de bataille et nous avons estimé qu'il faut assurer la visibilité. Ensuite, il faut informer les ambassadeurs des États membres de la CEDEAO basés à Addis des décisions qui sont prises à Abuja. Très important parce que nous avons des ambassadeurs de nos États qui sont là-bas, mais qui ne sont pas informés pour la plupart des décisions qui sont prises et même du background de ces décisions. Donc je me suis attelé à créer le contact régulier entre le bureau et ses ambassadeurs pour leur faire parvenir et leur expliquer et chaque fois et les décisions qui sont prises à Abuja pour qu'ils s'approprient. Pourquoi? L'intérêt de cette action, c'est que parmi les 15 États de la CEDEAO représentés, les ambassadeurs, nous en avons 4 qui sont membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et c'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui doit endosser les décisions prises par les communautés régionales au niveau des Nations Unies. Donc, il est important qu'on puisse maintenir un contact et expliquer le background des décisions qui sont prises dans notre région pour que ces membres au sein du comité de paix et de l'Union africaine puissent relayer et puissent s'approprier et défendre les questions qui ont été débattues au niveau de l'Union et de la CEDEAO. Ensuite, nous avons aussi essayé, vous savez, actuellement, la CEDEAO est l'organisation régionale qui a une expérience avérée en matière de libre circulation des biens et des personnes. Donc, sur la plateforme des organisations régionales qui a été créée, et puisque aujourd'hui, nous avons, la CEDEAO a le mandat de coordonner cette plateforme. Le président de la CEDEAO coordonne au niveau des chefs d'institution et le représentant coordonne au niveau des autres représentants au niveau de Addis. Donc, dans ce cadre, nous essayons et nous avons essayé d'organiser des visites d'échange d'autres régions au siège de la CEDEAO pour mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est ainsi que nous avons eu à collaborer avec IGAD, et c'est l'organisation sous-régionale de la Corne de l'Afrique, et ils ont fait déployer une délégation de 75 personnes à la CEDEAO pour suivre. Et ils ont eu à être briefés par des directeurs techniques et le président de la commission. Donc c'était très important cette visite pour eux. Le président de la communauté économique de l'Afrique centrale aussi, avec une délégation, est passé à Abuja, au siège de la CEDEAO, pour s'imprégner de comment nous fonctionnons, parce qu'aujourd'hui la CEDEAO est un exemple pour ces autres organisations. Et il y a la SADC et le COMESA qui se préparent à y arriver parce qu'ils veulent s'imprégner de comment la CEDEAO s'auto-fonctionne. Parce que, vous savez, avec ce qu'on appelle communauté levy en anglais, c'est-à-dire la contribution des États qui fait fonctionner la CEDEAO à plus de 60%. Donc, ce qui n'est pas le cas dans les autres institutions. Donc, ils veulent comprendre mieux comment la CEDEAO fait pour faire le prélèvement de cette contribution auprès des États membres. Donc, je vois voilà ce que nous avons fait. Actions à mettre en route là-dessus. Alors, concrètement, que gagne le Bénin en occupant justement ce poste? Oui, bon, quand vous dites que gagne le Bénin, le Bénin gagne d'abord en occupant ce poste par son citoyen, et c'est quelque chose d'important. Et le Bénin a gagné plusieurs choses, puisque
nous avons aussi, en assurant la visibilité de la CEDEAO, nous assurons aussi la visibilité des actions de notre pays et de ce qui est positif. Et puis, je vous dirai, puisque nous allons discuter des questions de sanctions, je vous dirai à ce niveau-là le rôle que nous avons joué et qui a fait que les autres régions se demandent, vous êtes de quel pays? Et quand vous dites vous êtes du Bénin, je pense qu'il y a une certaine fierté qui sort. D'accord. Alors, quels sont les enjeux communs que partagent la CEDEAO et l'Union africaine? Ah oui, et la CEDEAO et l'Union africaine, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux. Et le premier enjeu, à l'heure où nous parlons, c'est la question des changements anticonstitutionnels dans la région. Et puisque tout ce qui se passe dans une région concerne l'Union africaine, il y a cette question et l'Union africaine fait beaucoup et organise beaucoup de rencontres pour réfléchir sur cette question. Nous avons aussi une autre question qui est la question du terrorisme. Et la question du terrorisme, c'est une question qui touche aussi bien la CEDEAO que l'Union africaine, et ces deux institutions sont en train de chercher les moyens efficaces pour pouvoir contrer ce fléau. Et ensuite, il y a d'autres enjeux. Et cet enjeu qui est général à toute l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens africains se demandent quelle est la dividende de la démocratie. D'accord. Nous allons voter chaque fois, nous changeons, mais notre vie ne change pas. C'est ça la question, l'un des défis majeurs des organisations internationales aujourd'hui, qui doivent servir normalement de garant. Tout à fait. Voilà. Et comme je le disais, vous avez été pendant plusieurs années chef de la division assistance électorale de la CEDEAO. À quoi consiste une assistance électorale? Moi, je pars toujours des bases légales. Oui. Vous savez que la CEDEAO a été mise en place pour l'intégration économique. Oui. Les chefs d'État ont estimé que pour garantir l'intégration économique, il faut une intégration politique. C'est pour ça que après les crises qu'il y a eu en Sierra Leone et au Libéria dans les années 90, en 99, les chefs d'État, ils ont signé le protocole pour la prévention des conflits, la gestion et la résolution des conflits. Et ce protocole a été signé en 99. Mais après avoir signé ce protocole, ils ont estimé que ce protocole était incomplet parce que les crises dans nos pays sont les résultats des élections mal acceptées ou mal organisées. Et il fallait donner un pouvoir à la CEDEAO pour pouvoir assister les États. Et c'est pour ça qu'il y a eu le protocole additionnel de 2009 signé à Dakar, qui est le protocole additionnel au protocole de 99 et qui permet à la CEDEAO et donne pouvoir au président de la commission de porter assistance à tout État membre qui organise les élections. Et quelle sorte d'assistance? Cette assistance peut prendre n'importe quelle forme. Nous avons eu à assister le Libéria et la Sierra Leone. Nous leur avons accordé une assistance logistique en 2007. Qu'est-ce que ça dit? Nous avons eu à déployer des trocs, des camions pour aider ces commissions électorales à déployer le matériel électoral en son temps. L'assistance peut prendre aussi la forme d'assistance financière. Et ça, plusieurs États ont bénéficié de cette assistance financière. Vous savez que organiser les élections, ça revient très cher à nos États. Et bon, donc, il fallait que la CEDEAO vienne en aide aux États qui en ont besoin. Et sur ce, il faut que je rappelle que l'aspect assistance, c'est sur demande de l'État. La CEDEAO ne peut pas directement aller assister un État. Il faut que l'État fasse la demande. Donc, je viens de parler de l'aspect de l'assistance financière. Il y a l'assistance technique que la CEDEAO déploie pour assister des commissions électorales ou des États pour améliorer les conditions d'organisation des élections. Et nous l'avons déployé dans plusieurs États. Et c'est surtout ce qui a conduit à la création d'un réseau des commissions électorales, parce qu'il y a des commissions électorales qui sont plus avancées que d'autres. Donc, ce réseau est une plateforme de partage d'expérience. D'accord. Alors, la question que l'on se pose, c'est comment assister sans justement s'ingérer dans l'organisation interne. C'est pour ça que je disais que l'assistance, c'est sur la demande de l'État.
il y a, si nous suivons et lisons le protocole additionnel, le protocole dit quand un État membre organise des élections, le président de la commission déploie une mission d'information, une mission exploratoire préélectorale. Et c'est sur recommandation de cette mission. Cette mission, quand elle arrive, elle rencontre tous les acteurs et fait l'évaluation de l'état de préparation pour les élections. Et rencontre au président de la commission et lui fait des recommandations sur la nature de l'assistance. Donc, aucune assistance ne peut être donnée à un État si l'État ne requiert pas. L'État doit être demandeur. Donc, voilà. Mais quant aux missions d'observation, la CEDEAO n'a pas besoin de l'avis d'un État avant de déployer la mission d'observation. Parce que c'est une mission qui va témoigner de la manière dont les élections ont été organisées. D'accord. Et vous, pendant une vingtaine d'années, quelles sont les élections d'enjeux cruciaux, justement, que vous avez pu observer et qui, justement, vous ont marqué dans la région? Oui, ce qui m'a marqué quand j'ai pris fonction en 2006, sur la base du protocole, la CEDEAO et les États membres ne doivent pas modifier le dispositif légal moins de 6 mois avant les élections. Et me voilà, tout jeune, on a débarqué dans un des pays, et la mission préélectorale, et moins de 3 mois, il y avait des modifications. Et moi je dis, ce protocole a été signé ici, mais on est à 3 mois et vous continuez des modifications. Vous savez ce qui m'a été répondu? Le protocole additionnel de la CEDEAO n'est pas une Bible. C'était mon premier choc. D'accord. Ensuite, ce qui m'a le plus marqué, c'est la mission sécuritaire que nous avions déployée au Togo en 2007. Sur la demande du Togo, la CEDEAO a déployé 100 officiers. Il y a eu 10 officiers béninois qui ont participé. Et donc 100 officiers de la région pour aller sécuriser les élections et législatives au Togo. Et ça a été un succès. Mais avant d'y aller, les autorités togolaises nous ont demandé d'envoyer une mission préélectorale sécuritaire composée d'officiers pour préparer le terrain. Donc voilà des questions que nous avons pu régler avec délicatesse et qui suivent leur cours. Et il faut reconnaître que sur la base de ces protocoles et de notre dispositif, il y a eu une période de 10 ans que nous avons connue sans coup d'État dans notre région. Et ceci à notre actif. D'accord. Alors, de plus en plus, c'est un secret de polichinelle, la crédibilité de la CEDEAO mise en cause par les citoyens ouest-africains. Ça poursuit pendant donc, les élections quand ces observateurs sont déployés sur le terrain. Donc, ces déclarations alimentent souvent la polémique. Pourquoi ? Oui, c'est ça. Nous avons toujours été confrontés à cet aspect, à cette question. La CEDEAO a un rôle pacifique. Ce qui importe aux institutions internationales, c'est d'organiser les élections de manière pacifique. C'est pendant la paix qu'on peut discuter, on peut dialoguer. C'est ça la priorité. La CEDEAO n'a pas pour rôle de venir mettre le feu à tel ou tel pays. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est que la mission d'observation de la CEDEAO est différente des autres missions. Parce que la mission d'observation de la CEDEAO n'est pas que neutre. Le chef de mission joue aussi un rôle de médiateur quand il y a des crises. Je prends l'exemple des élections en Sierra Leone. Mais le chef de mission est obligé de quitter son rôle de chef de mission pour discuter avec les acteurs, pour les amener à s'accorder et à accepter les résultats. Donc, il y a un rôle de modération parce qu'on se dit, si nous activons et qu'il y a crise, c'est encore la CEDEAO qui doit être présente pour résoudre les crises. Donc, l'objectif de la mission
la mission d'observation de la CEDEAO, c'est une mission de développement. Ce n'est pas une mission de chercher forcément les dysfonctionnements. Nous les notons. Mais quand vous les notez, il faut pouvoir discuter avec les acteurs pour qu'on trouve une solution. Et c'est ce que nous avons fait souvent dans les pays. Et maintenant, tout ce qui est fait en dessous, et les médiations, le rôle de médiateur que nous aurons, ce n'est pas toujours, il n'y a pas une communication suffisante là-dessus, mais nous pensons que la CEDEAO est dans son rôle, toute action mérite des commentaires. Nous ne pouvons pas défendre aux gens de commenter le rôle de la CEDEAO. Je peux vous dire aujourd'hui que quand la CEDEAO est absente dans un processus électoral dans la région, c'est les mêmes acteurs qui sont contre la CEDEAO qui nous demandent pourquoi nous n'étions pas venus. Vous avez vu le rôle que nous avons joué en Gambie 2 fois. Donc, si la Gambie aujourd'hui a un régime démocratique, une certaine stabilité, c'est grâce à la CEDEAO. D'accord. Et puis l'évidence aujourd'hui, c'est, on va dire, la chute donc, du taux de participation lors des élections. La population exprime de moins en moins l'intérêt pour aller voter. Pour vous, quelles peuvent être les causes donc, de ce désintérêt? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce désintérêt est que aujourd'hui le citoyen lambda se demande qu'est-ce qui me revient quand je vais voter. Ma vie ne change pas. Quelle est la dividende du citoyen qui revient au citoyen? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, les citoyens, de plus en plus, perdent confiance aux institutions. Et c'est ça. Et il y a des efforts à faire pour regagner cette confiance et il y a moins d'engouement parce que les citoyens estiment que les jeux sont joués d'avance, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, les citoyens estiment que même si je perds mon temps sous la pluie, sous le soleil pour aller voter, ma situation à la maison, ou mon salaire n'augmente pas, ou mes enfants sont toujours à la maison sans emploi, ils se posent plein de questions. Ça fait que, la motivation n'y est plus, mais avec plus de sensibilisation, je pense que nous pourrons remonter je suis déjà à la retraite, mais ceux qui sont encore sur le terrain pourront... En général, donc, on n'est jamais à la retraite, on vous sait très dynamique. Alors, vous observez les élections depuis plusieurs années, les élections présidentielles, bien sûr, aux États-Unis. Vous y serez sans doute donc, en novembre prochain. Quelles sont les leçons de pratique démocratique que vous avez pu tirer donc, de ces élections? Très bien, merci pour cette question. Et la première mission d'observation que j'ai faite aux États-Unis, je me suis posé des questions. Parce que j'ai compris que la démocratie, la première condition, c'est la confiance aux institutions. Est-ce que vous savez que aux États-Unis, quand vous allez, je suis allé observer, ce qui peut prendre 3 mois, 6 mois de discussion dans nos pays, ce n'est même pas considéré. Qu'est-ce que je veux dire? On peut battre campagne jusqu'au jour, jusque dans un bureau de vote et porter l'effigie de son parti aux États-Unis. C'est impossible. Donc, c'est parce qu'il y a une certaine confiance au système, aux institutions, que, il y a certaines choses qui sont banalisées. Donc, moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans le processus. Et le second élément qui m'a marqué durant le briefing, les Américains croient en leur constitution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous êtes au briefing et que les démocrates viennent vous briefer, en conclusion, ils vous disent notre constitution a des failles, mais c'est notre constitution, on la respecte. Les républicains, ils viennent, ils concluent en disant c'est notre constitution, on la respecte. C'est ça qui fait la stabilité d'un pays. Quand les principes sont là, il faut que tout le monde soit engagé à respecter et que les institutions qui sont chargées de garantir ces principes puissent
mériter la confiance. D'accord. On va parler maintenant de la crise entre le Bénin et le Niger. À l'origine, c'était le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé Mohamed Bazoum. Dans la foulée, la CEDEAO condamne le putsch et prend des sanctions, comme elle l'a fait avec d'autres pays. Les tests de l'organisation prévoient ces mesures de sanctions? Mais regardez, est-ce qu'une communauté peut exister sans sanction, sans règles? Une communauté existe, l'organisation d'une communauté donne des droits, des obligations, et quand quelqu'un enfreint aux obligations, c'est normal qu'il y ait des sanctions. Maintenant, quand on estime que ces sanctions ne sont pas prévues dans les textes, moi je suis surpris. J'ai devant moi l'acte additionnel portant régime des sanctions à l'encontre des États membres qui n'en ont pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Cet acte a été signé en 2012. Et je peux vous dire que l'article 6, paragraphe 15, si vous voulez, je le lis, cet article prévoit la possibilité de sanctionner jusqu'à déployer une force légale. Ça, c'est dans l'article. Le document est là, je peux le partager avec vous. On peut faire des commentaires sur la décision de prise de sanctions. Mais dire que ce n'est dans aucun document, c'est un document qui est ici, qui a été signé par les États membres de la CEDEAO. Et qui dit qu'on peut sanctionner. Donc, maintenant, les sanctions, l'opportunité de cette sanction peut être discutée. Mais si les sanctions qui ont été prises par l'instance suprême de la CEDEAO, qui est la conférence des chefs d'État, qu'est-ce que nous... Donc c'est là que nous sommes. Donc c'est cette décision qui a été prise et qui a été mise en application par des pays. Certains n'ont pas voulu mettre en application parce que... Et il faut que nous sachions que les institutions comme l'Union africaine et la CEDEAO sont confrontées au principe de souveraineté des États. C'est un principe sacro-saint du droit international public que les États utilisent. Or, en droit international public, en relations internationales, quand vous signez un protocole ou un traité, c'est que vous acceptez de céder une partie de votre souveraineté. Alors, la question que beaucoup se posent, pourquoi est-ce que la CEDEAO ne sanctionne pas ce que d'aucuns appellent coup d'État constitutionnel? Oui, bon, alors, là, c'est une question qu'on se pose, mais ce qu'on appelle coup d'État constitutionnel, dans chaque constitution, il y a une procédure pour sa modification qui est prévue. Oui. Et ce qui importe à la CEDEAO, c'est ce qui est dans les tests. Aujourd'hui, les tests de la CEDEAO condamnent farouchement les coups d'État. Et ces coups d'État zéro. Ça, nous avons un document pour ça qui permet à la CEDEAO de sanctionner. Donc, peut-être avec l'évolution, parce que la discussion est en cours, aussi bien au niveau de l'Union africaine qu'au niveau de la CEDEAO, sur les changements anticonstitutionnels. Et donc, on attend que ces discussions aillent à bout et qu'il y ait un document légal qui permette à la CEDEAO de faire. Mais, il ne faut pas que la CEDEAO intervient diplomatiquement dès lors qu'il y a des crises et ces crises sont dues à des changements qui ne sont pas prévus. Mais si la procédure, par exemple, quand la CEDEAO estime, et dans le protocole dit, aucun État ne doit faire un changement de tête du cadre légal moins de 6 mois. Sauf, on oublie cette portion de phrase, sauf un large consensus des acteurs. Il y a des pays où vous allez, et vous dites les acteurs, ils sont où? Ils sont au Parlement, et j'ai la majorité au Parlement, donc j'ai un large consensus. Donc, il y a tous ces débats-là auxquels nous sommes confrontés pour amener les États. Donc, le fait que les États ont toujours leur souveraineté, ils en sont jaloux.
Et c'est ça qui limite les actions. Sur la crise au Niger, nous avons vu l'engagement du Bénin qui a soutenu donc la décision de la CEDEAO. Finalement, la crise donc est restée entre le Bénin et le Niger. Les autres pays comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Sénégal et même la Côte d'Ivoire qui soutenaient donc la CEDEAO dans sa décision sont restés à l'écart. Le Bénin est le seul à gérer les conséquences donc de son soutien aux décisions de la CEDEAO. Pourquoi est-ce que la posture de Patrice Talon est-elle mal vue à Niamey? Non, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est mal vu, puisque les choses ont évolué avec l'intervention des anciens chefs d'État et la concertation qui a eu lieu. Au début, il fallait appliquer une décision commune qui a été prise au niveau des chefs d'État. Et le président béninois a pris les devants, il a appliqué, ce qui est normal. Donc maintenant, et heureusement, maintenant les choses avancent. Donc je ne pense pas que on a intérêt à polémiquer sur cette question, puisque les relations diplomatiques entre le Bénin et l'ambassadeur du Bénin, à ce que j'ai lu dans les journaux, a déjà pris fonction et a présenté. Et actuellement, ce matin, j'ai même appris qu'il y a un navire qui est à Cotonou pour extraire, je ne sais pas encore combien de millions de barils. Et donc, les choses avancent. Et c'est ça un exemple que nous avons donné aux autres régions. Parce que nous avons pu régler nos problèmes par l'intermédiaire des acteurs politiques internes. Et c'est ce que nous demandons. Et c'est ça l'objectif, le vœu de la CEDEAO et des institutions internationales, que les acteurs arrivent à s'entendre sur des problèmes qui se posent à leur pays. Alors, c'est un exemple que j'ai été fier d'être béninois sur le plan continental, et j'ai défilé dans mon bureau pour me féliciter pour cette action. D'accord. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont créé l'Alliance des États du Sahel en se retirant justement de la CEDEAO. Quelle est votre opinion sur cette alliance? Oui, vous savez, la création de l'Alliance, pour le moment, n'est pas un problème pour la CEDEAO, puisqu'il y a d'autres alliances qui sont là. Il y a le Conseil de l'Entente, il y a Mano Riva. Donc, dans le fond, la création d'une alliance pour lutter contre l'insécurité n'est pas incompatible avec l'appartenance à la CEDEAO. Mais maintenant, la décision de sortie de la CEDEAO a un processus. Donc, il ne suffit pas de dire je sors de manière immédiate. Non, à effet immédiat. La CEDEAO a un processus. Ces pays appartiennent toujours à la CEDEAO. Ces pays, la CEDEAO, jusqu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, compte 15 États membres. Et les 15 États membres continuent de bénéficier de l'appui de la CEDEAO. Donc, qu'on soit dans l'Alliance ou non, les appuis humanitaires de la CEDEAO continuent de bénéficier à ces États. Donc, maintenant, on attendra le 29 janvier pour savoir si c'est effectif que 3 pays sortent de la CEDEAO ou non. Et c'est là l'intérêt des échanges que nous avions organisés entre le commissaire affaires politiques de la CEDEAO et les ambassadeurs de la CEDEAO à Addis Abeba. Parce qu'il faut qu'on comprenne l'impact des décisions aussi. Et les ambassadeurs des États membres de la CEDEAO basés à Addis ont expliqué que nous avons 4 membres au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à cause du nombre d'États membres à la CEDEAO. Donc, si nous revenons à 11 ou à 12, ça risque de nous affaiblir parce que les autres régions commencent par réclamer déjà quelques postes ardents du fait que, bon, notre région ne compte plus tel nombre de... Donc, ce n'est plus le même poids. Tu vois? Donc, nous avons intérêt à œuvrer. Et la CEDEAO, je peux vous garantir que la CEDEAO est en train de mettre tout en œuvre. Est-il encore possible donc, de non, mais en politique, tout est possible. Puisque la médiation continue, et il y a plusieurs voies. Et la CEDEAO continue de discuter par des personnes, des autorités interposées avec ces pays pour voir les conditions dans lesquelles ils peuvent revenir. Donc jusqu'au 29 janvier 2025, nous considérons que la CEDEAO est toujours composée de 15 États membres. D'accord, on va parler de sécurité à présent avec vous.
Quand on prend les 3 pays qui ont créé l'Alliance, est-ce que vous avez l'intention, vous avez l'impression que l'insécurité a baissé dans ce pays dirigé par les militaires? Donc, voilà une question intéressante. Et la plupart de ces 3 pays, les 3 pays d'ailleurs, ont argué du fait que la CEDEAO n'est pas venue au bon moment pour les aider à lutter contre l'insécurité. Et que les gouvernements en place ne donnaient pas les moyens pour... Moi, j'étais le chef de l'équipe technique de la CEDEAO qui a été déployée pour discuter avec les cadres de ces pays pour voir sur quel chronogramme nous pouvons compter le retour à l'ordre constitutionnel. Et je peux vous dire que la Guinée, le Burkina et le Mali, nous étions très avancés. On s'était même entendu à ce que, en 2024, le chronogramme devait être bouclé. Donc tous ces pays devaient organiser des élections en 2024. Soudainement, il y a eu l'événement du Niger qui a tout embrouillé. Et bon, maintenant, ils ont mis en place l'Alliance. Et l'Alliance, c'est pour lutter, mais je peux vous prendre à témoin. Est-ce que l'enthousiasme que nous avons connu dans ces pays, quand ils ont pris les rênes du pays, est-ce que nous avons toujours cet enthousiasme aujourd'hui? Ça, c'est déjà un indice d'évaluation, parce qu'il y a toujours des tueries, et nous avons des informations où même des casernes ont été attaquées dernièrement, aussi bien au Burkina qu'au Mali. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant, et c'est pour ça que, de nos jours, il faut que tout le monde se mette ensemble pour faire face à ce fléau. C'est ça le plus important. Et je pense qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'initiatives, dont l'initiative d'Accra. Et nous avons le département paix et sécurité de la CEDEAO qui s'active avec les réunions avec les chefs d'état-major pour essayer de trouver une solution commune. Parce qu'on ne peut pas lutter isolément contre ce fléau. Vous avez des adversaires qui sont prêts à mourir ou que vous ne connaissez pas. C'est difficile. Donc, il faut se mettre ensemble pour lutter contre ce fléau et pour que ils ne viennent pas nous envahir, nous qui sommes à la côte. D'accord. Le Bénin se prépare pour ces élections générales en 2026. C'est une première expérience. Donc, d'ici moins de 2 ans, la réforme du système partisan est en cours. Un code électoral a été adopté, même si il alimente quelques polémiques. Comment suivez-vous cette phase préélectorale au Bénin? Oui, bon, mais personnellement, en tant que citoyen, j'ai intérêt à suivre la phase préélectorale. Bon, maintenant, la CEDEAO, en temps opportun, enverra une mission pour discuter avec les acteurs. Mais ce que je veux dire, aucun test légal n'est parfait. Aucune constitution n'est parfaite. Donc, si le test suit le processus normal pour devenir un test légal et que on sent qu'il y a des insuffisances, mais il y a les canaux pour discuter et s'entendre. Est-ce que vous savez que il y a des pays, au moins un pays en Afrique de l'Ouest, où les acteurs se sont entendus pour mettre leurs tests légaux de côté et faire valoriser, comment on dit, faire valider les élections par une structure internationale, ce qu'on appelle la certification. Donc, l'essentiel est que les acteurs discutent et s'entendent. À toutes les étapes, si les acteurs discutent et s'entendent, c'est la base de leur entente. C'est sous la base de leur entente que les élections peuvent être organisées. Donc, moi, j'invite tous les acteurs à continuer la discussion qui est déjà en cours pour que, une entente qui arrange la majorité, puisque l'entente ne peut jamais arranger tout le monde totalement, une entente qui arrange la majorité soit et si l'entente c'est le respect du test, nous allons le respecter et puis il peut être corrigé après. Et c'est la première expérience de la CEDEAO du Bénin d'organiser des élections générales. Et je peux vous dire que c'est une avancée parce que ça permet de réduire les coûts
les États anglophones ont toujours organisé des élections générales. Ils sont toujours organisés des élections générales pour éviter d'être en élection chaque année et d'avoir des coups. Et donc, moi, je pense que c'est déjà un grand pas qu'on puisse organiser des élections générales. Bon, il peut y avoir des défis, des insuffisances qui peuvent être corrigées. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que beaucoup de choses, malgré tout ce qu'on reproche aujourd'hui, la démocratie est ancrée dans tous les États membres de la CEDEAO, c'est-à-dire que tout citoyen aujourd'hui de la CEDEAO sait qu'il faut un régime démocratique et que le régime a un mandat. Même si vous allez vers les paysans, ils vous diront. La question de la limitation de mandat, les discussions, on sait qu'il y a eu des discussions comme ça, donc au sein de la CEDEAO, limiter le mandat à deux au maximum dans les États membres de la communauté. Pourquoi est-ce que ces discussions n'aboutissent pas? Non, mais la discussion, il faut un consensus de tous les États pour décider. Depuis 2018, la CEDEAO a recruté des experts pour réfléchir et proposer. Parce que le protocole, on estime que, il a des insuffisances qu'on doit améliorer. Mais il faut savoir que tous les États ne s'entendent pas sur le fait. Certains estiment que, c'est un problème interne, ça dépend de l'histoire de chaque pays, et que mettre ça dans un protocole, ça risque d'être un précédent. Moi, personnellement, j'ai eu à demander à un ancien président du Nigeria qui a dit que non, que la limitation de mandat n'est pas... Pourtant, c'est dans la pratique chez eux. Il a dit non, parce que ce n'est pas une question importante pour la démocratie. Et je dis, mais... Et il prend l'exemple de l'Allemagne et tout ça. Je dis, oui, mais en Allemagne, dans ces pays, grands pays, les structures sont solides, indépendantes, et les hommes qui les animent par rapport à leurs tests. Mais dans nos contextes, les institutions, quand quelqu'un te nomme, tu te sens redevable. Et ça, c'est une culture. Et en dehors de ça, il y a la notion africaine du pouvoir. Nous avons même des proverbes dans nos langues qui reflètent ce qui se passe. Et non, en Côte d'Ivoire, on dit un chef baoulé ne voit pas son successeur de son vivant. Donc, il y a tous ces problèmes, cette culture qui fait que nous avançons quand même, malgré ça. Et nous essayons d'avancer, mais nous sommes pressés d'avoir une démocratie parfaite. Au Bénin, l'opposition plusieurs fois appelle la communauté internationale à intervenir pour que le code électoral soit revu avant les prochaines élections. Quand on parle de la communauté internationale, c'est d'abord la CEDEAO qui est vue. Est-ce que c'est possible que la CEDEAO intervienne pour qu'il y ait consensus autour du code électoral? La CEDEAO a toujours intervenu dans plusieurs pays pour avoir le consensus. Si la CEDEAO est saisie, le président de la commission va déployer une mission et des gens capables de faire la discussion entre les acteurs, et la décision des acteurs sera la priorité de la CEDEAO. Donc ce n'est pas encore exclu. Tout est sur la base de discussion. Est-ce que vous savez ce que Mandela disait à ses militants qui voulaient qu'ils chassent les Blancs? Il leur a dit, ceux-là, nous sommes liés par l'histoire, nous ne pouvons pas les chasser. Et quand on va à une négociation politique, il faut évaluer soi-même sa capacité et ses forces, et évaluer la capacité et les forces de l'adversaire. Donc, essayons de continuer la discussion, et si ça aboutit et qu'il y a un consentement, d'accord. Alors, comment est-ce que la vitalité de la démocratie béninoise est-elle perçue au sein de la CEDEAO et même de l'Union africaine? Non, la vitalité de la CEDEAO, de la démocratie du Bénin, vous voulez dire, oui, elle est bien reconnue à la CEDEAO comme ailleurs. Et je peux vous dire que aujourd'hui, la seule constitution qui limite strictement le mandat, c'est la constitution du Bénin. Et ça,
tous mes patrons à la CEDEAO en sont fiers et respectent nos dirigeants pour s'être entendus pour en arriver là. C'est vrai, nous ne voulons donner des emplois à personne, mais nous avançons compte tenu de notre histoire. Vous voyez. Donc, c'est très vital. Et l'expérience aussi de Addis Abeba, et je l'ai vécu. Et je peux vous garantir que quand tu dis que tu es béninois, c'est le respect. D'accord. Avant de connaître vos nouveaux chantiers, donc après tout ce parcours, on va dire, quel est le regard que vous portez sur la gouvernance politique justement du président Patrice Talon qui bientôt va finir ses 2 mandats? Non, mais ça, c'est une question très délicate. Vous savez, un gouvernement a ses priorités. Les gens, quand on va aux urnes et qu'on élit, c'est par rapport, celui qui est élu a ses priorités. Donc, le président Talon est en train d'exécuter ses priorités et pendant son mandat. Donc moi, maintenant, vos priorités peuvent être discutées, chacun peut avoir son avis sur ses priorités. Mais l'essentiel, quand on a un avis, il faut pouvoir contribuer à l'amélioration. Moi, je suis contre critiquer pour critiquer. Vous voyez. Mais je suis pour des critiques par rapport à ça. Voici ce que je propose. Et puis on avance. Donc moi je ne suis qu'un simple citoyen et je vois. Et il y a longtemps que je suis rentré au pays. Donc on ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur avis, mais on ne peut pas empêcher le président Talon d'exécuter son programme selon ses priorités. D'accord. Voilà. Après plus de 20 ans donc, au service de la région pour le renforcement de la démocratie, quels sont, vous disiez tout à l'heure que vous êtes à la retraite, quels sont vos nouveaux chantiers? Oui, bon, les nouveaux chantiers, il faut d'abord voir l'environnement. Et, bon, il y a beaucoup de contacts qui sont pris, et des institutions aussi bien en Afrique qu'au Bénin me contactent, certains au Canada et aux États-Unis. Bon, il faut que je m'assoie pour voir comment organiser tout ça. Et je me mettrai... Mais la priorité pour moi aujourd'hui, c'est de participer à des formations. Je donne déjà des cours à l'Université du Togo. Et je fais des conférences dans d'autres... Et je veux plus parler aux jeunes, faire des formations et préparer les jeunes pour que la démocratie soit une réalité dans la tête des gens. Parce qu'aujourd'hui, tout va à volo. La démocratie est la voie la plus difficile et pour y arriver, il faut se mettre au travail. C'est la seule solution pour ce... Or, l'heure des slogans est terminée. Il faut qu'on se mette au travail. Et quand on se met au travail, ce qui reste, l'indépendance est claire et la démocratie. Vous avez des pays qui, en 61, étaient derrière le Bénin, la Côte d'Ivoire et tout ça. Mais si vous allez dans ces pays aujourd'hui, je prends l'exemple de la Corée, mais une petite Coréenne va vous dire, mon pays n'a pas de ressources humaines, de ressources naturelles, mon pays n'a pas de ressources financières, mais nous avons la tête. Et quand un peuple se dit, nous avons la tête, ce peuple peut avancer. Et c'est ce que je veux m'évertuer à inclure aux jeunes et par des formations. C'est ça ma priorité. D'accord, on va finir avec, disons, 2 ou 3 mots de fin pour boucler l'entretien. Ah oui, ben, mot de fin, mon premier mot de fin est la fierté que j'ai de revenir dans mon pays. Parce que pour quelqu'un qui a quitté le pays depuis 2006 et qui revient et voit l'environnement, je pense qu'on respire de l'oxygène. Et c'est ce qui est important. Pour revenir voir ses proches. Et bon, la démocratie est en marche. Aucune démocratie, aucun processus n'évolue sans contrainte et sans heurts. Donc, essayons de dépasser nos passions et de voir l'avenir du pays, l'intérêt du pays pour que nous puissions avancer.
Moi, c'est ce que j'ai comme mot de fin. D'accord, merci à vous, Excellence Francis Gabriel Oké, désormais ancien représentant permanent de la CEDEAO auprès de l'Union africaine, ancien chef de la division assistance électorale de la CEDEAO, ancien secrétaire permanent du réseau des structures de gestion des élections en Afrique de l'Ouest, ancien chef d'équipe adjoint démocratie et bonne gouvernance de l'USAID, diplômé de 3e cycle en diplomatie et stratégie de Paris et j'en passe. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, dans la suite de cette émission, on va changer de sujet et installer un autre invité qui va donc s'installer dans un instant. Je peux aller. École supérieure de génie civil Véréchagine, cycle secondaire, Bac F4, DIT, BTP, CAP, STI, cycle supérieur, licence professionnelle, génie civil, géomètre, topographe, génie informatique, spécialité développement logiciel et web, master professionnel, génie civil, géomètre, topographe, master recherche, génie des matériaux. Véréchagine, une passion, une formation, un métier. Akpesi kodoko dio juko d'alopade TD2 Tenkane Diakosi Jésoignant Connaissi Balouton tu rejoins le mouvement. Bon, quoi, bon, dans ce droit, on m'en vole c'est le nouveau schéma. Abonnement pour de quoi chlorundekman. Canal Plus ou peu quoi roumi c'est beau. 250 chaînes à 2500 francs. 5000 ben noble d'aïe men coulé. Maintenant avec quoi bon j'ai mes chaînes préférées. Sous patron, oui le Canal Plus. Abonnement check banjo. Mimbini comptez-les. Quoi c'est la solution le tête. Du me avec chez Banak pour série. Depuis 200 euros décodeur. Ablo abonnement pour ablo. Quoi bon ou à écouter. Et le ramène bawa bon Nintendo. Amaterosa on abonnement quoi bon. Amando abonnement mon bon. On t'avoir plus un baby. Ça te plaît maintenant. À moi quoi t'as joué à oblo quoi bon là. 2500 tu rejoins le mouvement. Bon quoi bon nous allons où mon volet il va écouter. Écouter. Et marcher. Demando de raison, bloc quoi bon, mais on a de quoi de on a bloc access. Access 1000 c'est la meilleure quoi bon, c'est le pour nos secours, Yawa écoutez. Et marcher. Nous sommes de retour sur le plateau du grand format pour parler de la réalisation de bandes dessinées avec une illustratrice qui vient de nous rejoindre sur le plateau du grand format. Madame Lucette Roueto, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes également écrivain, essayiste, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Une bande dessinée, comment est-ce que vous la définissez? C'est quoi une bande dessinée? Une bande dessinée pour moi se définit avec du texte et des dessins. Pour raconter une histoire et communiquer autour d'un sujet. Oui, alors on va dire comment et à partir de quel moment vous avez découvert cette passion donc, en vous? Depuis toute petite, je dirais. Je dessinais depuis que j'étais au jardin d'enfants. Mais cette passion s'est vraiment révélée à moi à l'âge de 16 ans, lorsque j'étais en seconde au collège. Donc j'ai voulu en faire mon métier et
au fur et à mesure, après les diplômes et tout, je me suis décidée à me lancer dedans et c'est ce que je fais aujourd'hui, de façon officielle. D'accord. Et pour réaliser une bande dessinée, si la régie est avec nous, on va suivre quelques réalisations de bande dessinée que vous avez signées. Alors, pour le faire, quelle formation a-t-on besoin? Pour le faire, il faut généralement une formation en art visuel, en art graphique et aussi en art dramaturgique, je dirais, pour pouvoir écrire les textes, raconter une histoire, écrire les dialogues, etc. etc. Donc c'est une formation globale en art. C'est ça. Pas seulement pour le dessin, mais également pour l'écriture. Donc c'est une sorte de formation globale, un apprentissage qu'on fait de façon catégorique sur le plan artistique. Ça diffère de ce que nous avons l'habitude d'entendre avec la musique, par exemple. Bon, les musiciens, encore qu'ils écrivent, le dessin, c'est beaucoup plus accompagné par l'écriture, surtout dans le cadre de la bande dessinée. Alors, le dessin, est-ce que c'est un don ou est-ce qu'on l'apprend? Oui, on l'apprend. On apprend à dessiner, mais ça peut être également un don. Donc, ça va dans les deux sens. Ceux qui n'ont pas vraiment appris à dessiner se forment en autodidacte à travers peut-être des mini-capsules qu'on peut trouver sur Internet avec des profs, des professeurs ou des formateurs qui offrent des cours en ligne. Donc, celui qui a envie d'apprendre à dessiner, il peut aller par exemple sur YouTube et cliquer apprendre à dessiner peut-être comment dessiner telle ou telle chose. Donc, on peut se former en dessin comme ça peut venir tout naturellement. Tout à fait. Au Bénin, avons-nous des écoles de formation de réalisateurs de bande dessinée? Il n'y en avait pas. Nous n'en avions pas. Mais la preuve, moi, j'ai été formée en autodidacte. Je me suis formée toute seule à travers ce que je regardais à la télé et mes recherches par-ci par-là sur le net. Mais aujourd'hui, il y a une école qui est en train de prendre de l'essor, qui s'appelle DDS, Dahomey Design School, et qui est dirigée par un dessinateur également, un BDiste. C'est la seule école que je connais à ce jour qui forme dans le domaine de la bande dessinée, de l'illustration, de l'animation 2D. Mais sinon, il n'y en a pas vraiment ici pour le moment. C'est ça. D'accord. La bande dessinée peut-elle être considérée comme un art, un peu comme le cinéma et autres? Oui, c'est un art. La bande dessinée est effectivement un art parce que déjà tout commence par le dessin. On va dire ça comme ça. Par exemple, le décor que vous avez ici a été imaginé par quelqu'un. Il est forcément passé par une esquisse pour pouvoir vous présenter un projet de décoration d'intérieur, par exemple. Donc, oui, on peut dire cela. D'accord. Quelles sont, on va dire, les caractéristiques donc, d'une bande dessinée? Les caractéristiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le texte et il y a les dessins. Et la bande dessinée, elle se présente sous forme de cadre, si je peux dire ça comme ça, de petites bulles, de caissons, si on peut appeler les choses comme ça, dans lesquelles vous mettez des images et des dialogues pour pouvoir faire s'exprimer votre personnage, par exemple. Je prends l'exemple de la bande dessinée franco-belge Tintin, que tout le monde connaît. La façon dont Tintin est présenté, on le perçoit à travers des grandes cases avec des petits personnages, des petits dessins qui s'expriment à travers des bulles et des dialogues. Donc c'est ainsi qu'on présente une bande dessinée, par exemple. Donc, et quels sont les différents types de bandes dessinées qui existent alors? Aujourd'hui, il y a principalement la bande dessinée franco-belge. Il y a la bande dessinée la bande dessinée médiatique pour les caricaturistes dans le domaine du média. Il y a également le manga. Le manga qui prend beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui.
et qui a une approche beaucoup plus explicite, je dirais personnellement parlant, par rapport à la bande dessinée franco-belge, et aussi qui apporte beaucoup plus qui apporte beaucoup plus d'informations et qui aborde plusieurs sujets à la fois. Il y a par exemple des mangas de sport, oui. Nous avons des mangas policiers, nous avons des mangas d'aventure, nous avons également des mangas pour la politique. Donc, les mangas abordent généralement beaucoup plus de sujets que les bandes dessinées franco-belges, à mon avis, de ce que je sais. Et vous, quels sont les messages généralement que vous passez à travers vos bandes dessinées? Les messages que je passe à travers... Parce que derrière tous les dialogues, il y a quelque chose, il y a forcément un message d'artiste donc, qui est derrière les œuvres. Moi, mon message personnel, je dirais qu'il est possible de communiquer à travers la bande dessinée, qu'il est possible de parler d'un sujet spécifique à travers la bande dessinée et que nous pouvons montrer également à travers la bande dessinée que nous existons. Et tout le monde n'a pas forcément la capacité de parler. Je fais également des efforts pour pouvoir tenir ici. Mais avec les dessins, c'est beaucoup plus accessible. Parce qu'on laisse parler l'imagination, on laisse parler l'esprit et on laisse parler également nos idées. Tout à fait. Donc, c'est techniquement ça. D'accord. Le samedi 10 août dernier, vous avez exposé vos œuvres dans le cadre d'une soirée caritative pour le compte des personnes atteintes de drépanocytose. Voilà. Drépanocytose. Voilà, tout à fait. Quels sont les tableaux qui ont été présentés et comment ont-ils été appréciés? En premier lieu, il y a eu 11 tableaux qui chacun exprimait la psychologie des personnes atteintes de la drépanocytose. Étant moi-même drépanocytaire, à travers ces tableaux, j'ai essayé de montrer ce que nous vivons au quotidien et ce que nous espérons pour notre vie et notre évolution. Donc c'était vraiment un message psychologique pour montrer que oui, nous existons, nous avons besoin d'attention, nous avons besoin d'aide pourquoi pas, et nous avons besoin d'être entendus. Il y a beaucoup de drépanocytaires qui se cachent et se retirent de la société à cause des préjugés que nous vivons de façon quotidienne, que ce soit au travail, que ce soit dans la société, entre camarades, et amis et autres. Donc, ces œuvres parlent spécifiquement de la santé mentale, surtout, et de l'attention que nous avons besoin d'obtenir de temps en temps. Il y a eu des tableaux vendus, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, je ne m'y attendais pas. Oui. Et apparemment, cette question touche beaucoup de personnes, énormément de personnes. Et ceux qui étaient présents à la soirée ont été attentifs à ce que j'essayais de partager comme message. Et ils ont accompagné déjà avec le cœur, de par leur présence, et aussi financièrement avec ce qu'ils avaient. Bien qu'ils ne s'attendaient pas à une vente aux enchères, ils ont participé à la vente de façon très agréable et ça m'a fait vraiment plaisir. Et pour une fois, je me suis sentie écoutée. Et puis, vous faites également des réalisations personnelles. Oui. Comment ça se fait? Des réalisations personnelles, il y a une que j'ai faite personnellement qui traitait également de la drépanocytose et une autre qui traitait aussi des faits sociaux, des phénomènes sociaux liés à la vie de la femme, par exemple dans son couple au quotidien. Et cette réalisation, je ne l'ai pas achevée. Celle que j'ai fini par achever, c'était en collaboration avec le CNHE, l'organe qui s'occupe des personnes atteintes de la drépanocytose, pour laquelle j'ai écrit une bande dessinée qui s'appelait « Pas comme les autres ».
et qui relatait la vie d'une personne atteinte de la drépanocytose, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et puis il y a eu d'autres réalisations en collaboration, par exemple Leader Junior avec l'Académie de Leadership de M. Seda Miapoton et également Kofi Enike avec le Rotaract Club et bien d'autres encore que je ne saurais citer. D'accord. Il y a eu énormément de réalisations en collaboration. D'accord. Vous êtes par ailleurs écrivain, essayiste, auteur de Théma Boss, à vos risques et périls, l'ouvrage dans lequel vous prenez vos lecteurs à témoin sur un fait. De quoi il s'agit? Il s'agit d'un fait personnel, un fait que j'ai vécu et pour lequel je me suis battue pour pouvoir en sortir. C'est un fait sur les relations de couple, je dirais ça comme ça. Les relations de couple avec, pour ma propre expérience, parce que je me suis basée sur ce que j'ai vécu et personnellement pour écrire le livre. Le rejet que beaucoup de personnes atteintes de drépanocytose vivent par rapport aux relations amoureuses n'est pas souvent dit. Nous gardons les choses pour nous-mêmes et puis nous essayons d'avancer. Mais avec le livre, j'ai essayé de montrer qu'il fallait garder espoir. Rien n'est vraiment perdu dans la vie tant que le Seigneur, notre Dieu, nous donne le souffle et que nous pouvons aller de l'avant si on est bien entouré avec de bonnes personnes, déjà avec la famille et des amis qui vous comprennent et qui vous accompagnent tout le long de votre cheminement terrestre. Et bon, cette histoire, c'est vrai, je me suis basée sur un fait personnel, mais il y a eu beaucoup de fiction. De fiction. Oui, et puis aussi la mise en avant d'une passion, parce que j'aime bien les langues, d'une passion de la langue japonaise que j'ai essayé de développer également dans le livre avec plusieurs autres personnages, à la fois béninois et japonais. D'accord. Comment peut-on retrouver l'ouvrage justement quand on en a besoin? Pour le moment, l'ouvrage n'est pas en librairie. C'est ça. Donc, pour avoir l'ouvrage, il faudra me contacter directement. D'accord. Maintenant, pour d'éventuelles collaborations, parlant donc de la réalisation de bandes dessinées, comment est-ce qu'on peut vous retrouver? Je peux être contactée. Je réponds généralement au numéro 67 74 73 55, appel direct et WhatsApp. Et il y a également mon mail, kandsociety@gmail.com. D'accord. Donc, je peux être jointe directement de ces deux manières-là, par email ou par WhatsApp directement. D'accord. Merci beaucoup à vous, Lucette Rueto, illustratrice bande dessinée, également écrivain, essayiste. On va dire très bonne journée à vous. Merci beaucoup. D'accord, merci de votre passage sur le plateau de grand format. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre notre aventure. Maintenant, nous allons marquer un arrêt pour suivre la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kanye Asiongbo. Et juste après, c'est Gabin Goubi qui va s'installer pour le décryptage de l'actualité nationale. Il est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Voici la revue hebdo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est la revue de presse hebdomadaire sur Canal 3 Bénin. Fraternité du mardi renseignait que la population du Bénin connaît une croissance très rapide ces dernières années, selon une étude de World Factbook de la Central Intelligence Agency des États-Unis. D'après les chiffres de l'Institut scientifique, le Bénin est classé 4e des pays au monde ayant une population à croissance rapide. Avec 3,29%, il suit respectivement l'Angola 3,33%, le Niger 3,66% et le Soudan du Sud, leader de ce classement avec un taux de 4,65%. C'est un véritable défi pour les gouvernants qui sont appelés à prévoir l'avenir en tenant compte de cette croissance rapide. Selon des prévisions,
la population dépassera les 15 millions d'habitants à l'horizon 2030, avec un taux de fécondité estimé à 5 enfants par femme. Le top 10 de ce classement est exclusivement composé des pays africains. En effet, derrière le Bénin, viennent la Guinée équatoriale 3,23%, l'Ouganda 3,18%, la République démocratique du Congo 3,11%, le Tchad 3,01%, le Mali 2,9% et la Zambie 2,83%. Dans sa publication de vendredi, la Nation faisait état du matériel de protection individuelle pour les forces de défense et de sécurité. Le geste émane de l'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin. Les lots remis mercredi 14 août dernier entrent dans le cadre de l'appui du gouvernement des États-Unis d'Amérique à la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Chaque ensemble comprend un casque et une housse balistique, des plaques balistiques et une veste de portage. La remise de ces équipements est le fruit du partenariat solide et de la détermination commune du Bénin et des États-Unis d'Amérique à lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Bénin Intelligent expliquait que le geste traduit l'excellente coopération entre les deux pays. La cérémonie de remise de ces équipements a été l'occasion pour l'ambassadeur Brian Choukan et Fructueux Baguidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises, de réaffirmer la détermination des deux armées à s'investir dans la lutte contre l'extrémisme violent et au-delà les bonnes relations d'entente que partagent le Bénin et les États-Unis d'Amérique. De son côté, Fraternité faisait savoir, rapportant l'ambassadeur, que les États-Unis sont fiers de s'associer au Bénin pour protéger les forces armées béninoises qui, à leur tour, protègent la population civile contre l'extrémisme violent afin de promouvoir la stabilité au Bénin. Devant le haut commandement militaire réuni pour l'occasion, il a ajouté que l'équipement seul ne suffit pas pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent. La lutte doit être soutenue par une approche globale qui protège les populations vulnérables. Elle nécessite également une coopération étroite, une formation spécialisée et un engagement indéfectible à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme. Un jour plus tôt, la Chine apportait aussi son appui aux forces armées béninoises, comme le rapportait le quotidien L'International, qui indiquait qu'essentiellement constitué d'obusiers et de leurs accessoires, le don de matériel militaire est d'une valeur inestimable. Ça entre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et permettra aux unités de l'armée béninoise de mieux répondre aux défis opérationnels sur le terrain dans la lutte contre la menace terroriste qui lie les peuples chinois et béninois d'autre part. Et parlant d'extrémisme violent dans le nord Bénin, Fraternité mettait l'accent sur les actions de prévention par les femmes. Une analyse des initiatives permet de comprendre que la contribution des femmes face à l'extrémisme violent est multiple et varie selon que l'on se trouve dans la région est ou ouest du nord du pays. 3 actions majeures ont été identifiées: la sensibilisation à la préservation de la paix, la sensibilisation préventive à l'égard des jeunes face à l'extrémisme violent, les croyances populaires et la religion. Bien que la contribution des femmes dans la lutte contre l'extrémisme violent au nord Bénin soit significative, il n'en demeure pas moins que ce parcours est parsemé d'embûches, pointait la publication. Et puis Bénin Intelligent touchait un point important du terrorisme pour faire observer que le pipeline nigérien est une source de revenus essentielle pour l'économie nigérienne. Cependant, dans un contexte d'insécurité grandissante, le pipeline nigérien semble ne plus être profitable que pour les deux gouvernements nigérien et béninois. Avec la dégradation sécuritaire qui s'observe dans la région ouest africaine, le pipeline se présente comme une source possible de financement du terrorisme. Performance au premier trimestre 2024, la Nation y a consacré un article pour relater que la croissance économique au premier trimestre 2024 est ressentie dans tous les secteurs d'activité, selon les données de l'Institut national de la statistique et de la démographie, qui révèle le 8 août dans sa publication des indices de prix de production de l'industrie et de l'indice de la production industrielle que l'activité industrielle est en hausse
plus 6% au premier trimestre 2024 par rapport au même trimestre de 2023. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, cette performance est portée par la bonne tenue de l'activité, notamment dans les industries extractives, plus 10,7%, les industries manufacturières, plus 5,2%, et les industries de production et de distribution d'électricité, de gaz et d'eau, plus 8,2%. En sport, le confrère de la matinée faisait le bilan de la participation du Bénin aux Jeux Olympiques Paris 2024 pour souligner que les Jeux sont du passé. Le Bénin est allé vivre une fois encore l'expérience du haut niveau. Les 5 athlètes envoyés sur le front bataillaient dur face à des adversaires coriaces, mais pas péril en la demeure, juste une question de réarmement moral. Le journal estimait que lorsque l'État donne des subventions aux associations nationales, il faut que cet argent serve à ce à quoi il est destiné. La plupart des présidents de fédérations ne le comprennent pas ainsi et dépensent ou détournent l'argent à d'autres fins. Le mécanisme mis en place par le ministère des Sports ne suffit pas pour contrôler la gestion de ces fédérations, conclut le journal. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Et oui, le complexe scolaire Clé de la réussite a obtenu au bac 2024 cette mention très bien avec premier du littoral au bac toutes séries confondues et troisième du littoral au bac G2, cinquième du Bénin au bac G2 et sixième du Bénin au bac D. En plus des 11 mentions bien, Clé de la réussite a obtenu 40 mentions assez bien sur les 212 admis au bac 2024. Clé de la réussite, c'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2, G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménantin vont en face du marché Ménantin. Site de Zogourouet vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin en face des rails. Site de Calavi au quartier à Gori, route de Tampais. Clé de la réussite, nous cultivons l'excellence. Téléphone 97 88 42 16. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire de Assiongbo Kagné Assiongbo que nous allons retrouver dimanche prochain en plateau pour le décryptage de l'actualité nationale. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Idrissou Boukari et bonjour aux téléspectateurs. Rédacteur en chef du quotidien Le Matin, merci d'être avec nous. On va commencer le décryptage avec ce feuilleton à multiples épisodes qui vient de s'ouvrir. Nous avons découvert son visage en même temps que son nom à l'état civil. Steve Amonso, frère Hunvi, a été arrêté à Lomé lundi dernier. Alors, que reproche-t-on au chroniqueur Gabin? Non, c'est d'abord la nouvelle... l'actualité qui devrait la chronique depuis donc ce mardi, parce que c'est le mardi que nous avons eu l'information de ce que celui qui est communément appelé Frère Hunvi, qui est connu donc sous ce nom et qui à l'état civil s'appelle Steve Amousou, a été appréhendé, a été interpellé, même si le lexique pour qualifier l'opération de son interpellation est assez riche. Donc on parle de rapt, certains d'enlèvement, d'autres parlent d'arrestation, de kidnapping. En tout cas, il y a un riche lexique quand même pour qualifier les conditions dans lesquelles le compatriote béninois est très célèbre donc sur les réseaux sociaux, de par les chroniques qu'il anime et qui a réussi à s'établir une très grande renommée et constituer un large réseau d'écoute, parce que beaucoup même suivent donc ces chroniques. Donc personne ne pouvait imaginer bien évidemment que c'est à Lomé au Togo à côté qu'il s'est établi. Donc du coup son arrestation est un sujet d'intérêt pour beaucoup. Il y a beaucoup de commentaires autour. Ça alimente bien évidemment la polémique, que ce soit du côté du Togo comme au Bénin ici.
il est désormais entre les mains de la justice. D'après les confidences de son avocat, le maître Baparapé Mohamed, qui s'est constitué donc pour sa défense, je pense qu'il serait déjà à bien portant et que son moral n'aurait pas été atteint après donc cette interpellation-là. Toujours est-il qu'on ne va pas faire déjà le procès sur ce plateau, étant donné qu'il est désormais entre les mains de la justice. Donc nous attendons que les écheveaux soient démêlés, afin qu'on nous situe réellement, que l'opinion soit située sur les chefs d'accusation, ce qui lui a reproché, pour que nous sachions un peu les suites de cette procédure qui vient d'être engagée à son encontre. Que les conditions de son interpellation alimentent la polémique, surtout que l'opération s'est déroulée dans un autre pays. D'aucuns craignent même donc une crise diplomatique entre Cotonou et Lomé. Est-ce que c'est une crainte légitime? Ce serait trop tôt d'apprécier. Voilà, on n'a pas encore tout ce qui a pu permettre, n'est-ce pas, d'appréhender le compatriote, de l'interpeller. Donc, son avocat, selon son avocat et selon ce qu'il a rapporté à son avocat d'après la conférence de presse animée donc par maître Baparapé, c'est comme si c'était des individus prétendument agents de la police républicaine béninoise qui seraient allés, n'est-ce pas, le prendre alors qu'il descendait pour aller faire des achats à Nuitama aux environs de 22h, 22h30, d'après les recoupements qui ont été faits. Le fait de dire qu'il y a quand même un rasta, parce qu'on a parlé d'un rasta dans le lot, moi un peu ça me fait douter de la nature même de si c'est la police qui est autour et tout. Bon, je ne sais pas. Enfin, on attend la conférence de presse ou la version du procureur de la justice pour voir réellement si c'est une opération quand même qui a été, ce qui est sûr, ça a été mûrement mené, déjà qu'il est au mains de la brigade économique et financière. Cela crédite un tant soit peu la thèse de ce que c'est des structures officielles du Bénin qui ont diligenté ces enquêtes-là, et pour donc aboutir à son interpellation, à son arrestation. Toujours est-il qu'il y a un peu de flou autour des conditions. Voilà, donc on attend, la justice a ses méthodes de travail. C'est un citoyen béninois, il a droit, n'est-ce pas, à avoir un avocat. C'est déjà heureux qu'on ait permis à l'un de ses avocats d'aller lui rendre visite, d'aller échanger avec lui et de prendre un peu le pouls de son moral, de voir un peu son état d'âme. Eh bien, on fait confiance à notre justice. Ce qui est sûr, certains craignent peut-être qu'il allait être exécuté, d'après ce que lui-même a rapporté à son avocat. Un des agents qui était allé donc l'appréhender, quelqu'un disait qu'il fallait l'exécuter sur le coup. Bref, moi j'estime que cela n'a pas été prévu dans les conditions, au regard des conditions dans lesquelles il a été pris. Si cela était le cas, donc peut-être il aurait été exécuté comme ça. Donc le fait de le maintenir en vie, ça donne déjà un espoir à ses parents de voir un peu, parce que le débat va se faire devant les tribunaux par rapport aux chefs d'inculpation qui seront retenus à son encontre, et on verra donc ce à quoi tout cela va aboutir. Ici, nous devons rester prudents et faire confiance à notre justice. Après son arrestation, on apprend qu'il y aurait de la débandade dans le rang, des soutiens de Patrice Talon. Alors, qu'est-ce qu'on craint? Oui, absolument. Vous savez, frère, on vit sur des chroniques quand même d'un certain niveau. C'est souvent des déballages, des révélations quand même à couper le souffle. Eh bien, vous êtes journaliste comme moi. Parfois, nous-mêmes qui sommes au pays, n'avons pas accès à un certain nombre de choses. Et quand on voit quelqu'un qui, même s'il vit dans l'anonymat, sortir des propos quand même qui souvent ont tendance à se confirmer, c'est comme si ça établit un puissant réseau d'informations. Et parmi ces informateurs, donc, on cite certaines autorités de ce pays, on parle d'anciens députés, on parle de responsables à divers niveaux au sein de l'administration, donc certains même seraient de l'entourage du chef de l'État. Bref, tout ça reste à être confirmé, mais on sent quand même que c'est quelqu'un qui a quand même... ne travaille pas seul, parce que n'étant pas au pays, ce n'est pas évident qu'il ait toutes ces informations-là. Et donc, c'est sûr qu'il y a des agents derrière, et des gens sont commencés déjà, si vous suivez bien
peu la trame de cette actualité. Certains ont commencé déjà à se dévoiler, même indirectement. Toujours est-il que tout ce réseau-là serait ébranlé parce que l'arrestation du frère Hounvi, au fait, ce que ça recèle et que beaucoup ne savent peut-être pas, ce n'est peut-être pas lui, sa personne qui est visée. Et donc, à travers, n'est-ce pas, son téléphone portable. Le chef de l'État a besoin d'être sécurisé. Ici, les informations confidentielles, donc autour de lui, les informations. Absolument. Il faut peut-être prendre le frère Hounvi pour se sécuriser. Tout à fait. C'est la lecture que moi, c'est une autre lecture qu'on doit faire. Cette lecture-là, moi, je fais. Peut-être que ceux qui sont autour, ceux qui constituent en quelque sorte des taupes au niveau, n'est-ce pas, du système, seront démasqués et on verra un peu qui est-ce qui livre les informations parfois au sommet de l'État à ceux compatriotes au point, n'est-ce pas, de faire de lui quelqu'un qui aujourd'hui a l'exclusivité de certains sujets sensibles parfois. Et donc, je pense que tout ça là rentre dans la logique, la dynamique de son arrestation. Et on verra si toutes ces personnes-là seront mises au devant de la scène pour répondre, n'est-ce pas, de leurs agissements. Donc, derrière Hounvi, c'est d'autres intérêts peut-être qui se jouent et peut-être lui va servir de bouc émissaire pour, n'est-ce pas, il va servir peut-être de canal pour pouvoir appréhender tous ceux-là qui, au sein du régime, sont en quelque sorte des traîtres et qui lui livrent ces informations-là. Et puis, il y a eu des réactions. Les démocrates donc, ont réagi également pour dénoncer son interpellation. Est-ce que Hounvi n'a pas été protégé par, on va dire, l'opposition ? Protégé, bon, ce qui est sûr, vous savez, Hounvi, il ne cache pas sa position à travers ses chroniques. D'aucuns disent qu'il a été membre de la cellule de communication de l'ancien candidat Maya, voilà, de la Volaille, Sébastien Germain à Diavon, et qu'après il est resté quelques temps au pays et puis il s'est exilé depuis 2019, depuis 5 ans, donc il s'est établi à Lomé à côté. Toujours est-il que s'il a pu réussir, d'après les informations que nous avons eues, à avoir un statut de réfugié, c'est certainement parce que il a fourni des éléments qui montrent qu'il serait pas en sécurité ici, que sa sécurité serait menacée, qu'il serait donc poursuivi ou bien s'il serait sous la menace d'une interpellation par le régime en place. Eh bien, s'il a pu faire cela, donc c'est que il se dit que bon, il ne pouvait pas continuer à faire son activité sereinement en étant au pays. Donc, s'il est là-bas, c'est qu'il a des gens qui sont avec lui. L'opposition, c'est normal qu'il récupère. Vous savez, la méthode de cette opposition-là, les chroniques que frère Hounvi édicte arrangent beaucoup plus d'opposition parce qu'à aucun moment on ne l'a vu dans une posture de laudateur des actions du régime. Lui n'a jamais fait une chronique pour encenser, n'est-ce pas, la gouvernance de Patrice Talon. C'est plutôt quelqu'un qui met le pied et le doigt dans la plaie, là où ça ne va pas. Et parfois, il en fait peut-être un peu trop. Et on le voit parfois dans une posture d'injure pratiquement, de livrer presque le Bénin à la vindicte populaire. Et c'est peut-être cela qu'on lui reproche également. Parce que de mon point de vue, quel que soit le combat que vous menez, quelle que soit l'opposition que vous affichez à un certain régime, rien ne devrait vous amener à exposer un peu votre pays, à ternir l'image du pays. Parfois, je l'ai suivi dans des chroniques où on présente le Bénin comme une nation à risque à cause de la menace terroriste. Et on ne peut pas faire l'apologie d'une telle situation. Je pense que quelque part, bon, on lui a peut-être commandé des choses, peut-être que lui-même est allé trop loin. Toujours est-il que la justice est là. La justice est là. On va changer de sujet très rapidement avec vous, Gabin Goubé. On va parler de la réforme du secteur de la décentralisation à la mairie d'Abomey-Calavi. Ça piétine, et votre journal en a fait cas à sa manchette il y a quelques jours. Que se passe-t-il à la mairie d'Abomey-Calavi? Bon, ce qui se passe, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que vous savez bien, c'est que les autorités semblent ne pas avoir la bonne formule. Et on ne voit rien bouger, la commune est au statu quo, le maire semble ne pas avoir du tout d'initiative, on sent que le développement est au ralenti, les populations sont confrontées à un tas de problèmes, ça grogne tous les jours, et donc les autorités semblent baigner dans une certaine indifférence, et donc le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Évariste Angelo Arwandino, interpellé, n'est-ce pas, sur ce qui pourrait justifier ce statu quo-là, eh bien, a livré pratiquement sa secrétaire exécutive pour dire que c'est elle qui
bloque les choses parce qu'elle ne débloque pas les fonds qui sont destinés avant l'arrivée de la SE à la mairie. On n'avait rien vu venir, justement. Voilà, les 2 ans les 2 ans qui sont passés depuis les élections de 2020 jusqu'à 2022. Mais on n'a vu rien bouger, malheureusement. C'est comme c'est des gens qui sont venus sans projet réel de société. Et donc, ça tourne en rond, on tourne en bourrique. On est là juste pour assister aux activités du gouvernement. On semble même endosser le bilan, les projets du gouvernement à son bilan. Donc, on ne voit rien venir de la part de ces autorités communales-là. Et donc, c'est trop facile de condamner la SE, de mon point de vue, de dire que c'est elle qui est à la base de tout. C'est vrai aujourd'hui, c'est les secrétaires exécutifs des communes qui sont à la manette par rapport à la gestion financière de l'administration. Mais je pense qu'il faudra trouver une formule quand même pour établir une bonne collaboration avec ces secrétaires exécutifs-là pour qu'ensemble, les gens œuvrent au bilan au développement de la commune. Aujourd'hui, c'est vrai, le maire est comme quelqu'un qui doit répondre d'un certain bilan, parce que c'est lui qui a été élu, qui est allé solliciter les suffrages des populations. Donc ici, il doit se prévaloir d'un certain bilan à la fin de son mandat. Le SE est dans un rôle purement technique, un rôle administratif, mais également guidé par le souci du développement de la commune dans laquelle il est déployé. Et quand le maire estime que la SE n'est pas à la hauteur donc, de la mission qui lui est confiée, la collaboration est complètement foutue entre les deux. Bon, je pense que pratiquement, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas seulement Calavi qui a ce problème. Il y a quelques mois, nous avons interpellé également, nous avons fait le même exercice. On a réalisé une interview avec le maire de certaines communes. Je me rappelle, le maire de Dogbo, par exemple, disait que voilà, au niveau de sa commune, tout est au ralenti. On n'a pas exécuté le budget de 2023, exécuté à pratiquement moins de 30%. Vous savez, ça ne s'explique même pas. Alors que les fonds existent, les projets sont là, et tout est prévu. On ne sait pas ce qui justifie cette lourdeur administrative au niveau, n'est-ce pas, de ces cadres techniques qui sont déployés. Donc, ce qui fait dire au maire, justement, que voilà, il y a certains SE qui sont incompétents, qui ne sont pas à la hauteur de leur mission. Est-ce qu'il faut, pour cette raison, remettre en cause la réforme du système partisan et la réforme structurelle, voilà, du secteur de la décentralisation? Je pense que l'État également, et le ministère de la décentralisation et la cellule de contrôle et de suivi des communes, qui est la structure fêtière qui gère, n'est-ce pas, ce qui suit de près cette réforme de la décentralisation-là, doit veiller quand même à faire le point, parce que ça fait déjà, je crois, plus de 2 ans que les SE ont été installés dans leurs fonctions. Véritablement, on ne voit pas dans cette ambiance, bouger comme quand on va vouloir faire la reddition de comptes, on va dire quoi aux populations? On va dire, le maire va dire que la SE n'est pas compétente, ou la SE va dire... Les populations n'ont pas élu les SE. Voilà. Les populations n'ont pas élu les SE pour siéger. C'est les maires et les élus municipaux et communaux qui doivent répondre de leur gestion. Donc nous, on ne veut pas savoir, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on vous ait vu tout ce temps-là nous abandonner, rester dans votre coin. C'est trop facile. Je pense que les maires et les SE doivent s'asseoir à l'occasion, n'est-ce pas, des séances de reddition de comptes ou des sessions ordinaires et extraordinaires que la commune organise, trouver le juste milieu. Je pense que c'est des questions d'égo aussi. Pour concilier les deux positions en ce moment? Non, c'est la réforme. C'est le président et les membres de la cellule de contrôle et de suivi du développement des communes de cette réforme-là. Je pense que c'est eux qui sont là, c'est eux qui prennent des décisions, qui suivent de près ces cadres techniques qui sont déployés au niveau des mairies. Ils doivent veiller, n'est-ce pas, à corriger les imperfections, parce que, je l'ai dit une fois encore, cette réforme-là est encore perfectible, même si la philosophie qui l'a guidée est à saluer, parce qu'il était question de détacher les fonctions techniques et administratives des fonctions politiques, parce qu'effectivement, on a fait plus de 20 ans de décentralisation. On a vu que beaucoup de communes sont restées là, stagnées, à ne pas vraiment bouger. Avec cette réforme, au moins, je pense que les fonds des communes sont beaucoup plus en sécurité, parce que les maires ne pouvaient pas s'attribuer n'importe comment à des marchés au niveau de la mairie et se les partager comme du petit pain, en cas que leur exécution
l'exécution de ces marchés, de ces projets-là laissait à désirer. Enfin, on ne va pas jeter peut-être le bébé avec l'eau de bain, et l'eau de bain avec le bébé, comme on le dit. Cette réforme est peut-être perfectible. On va voir les points d'imperfection, les points à corriger pour bien l'ajuster, pour répondre favorablement au développement de nos communes. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci pour ces analyses. C'est moi. On va dire bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 18 août 2024. Merci à vous qui recevez depuis Kuntori, c'est à Kobli. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.